Bonjour à tous, bienvenue dans le quart d'heure éco, un nouveau rendez-vous hebdomadaire pour parler d'économie. Vous avez été très nombreux sur les réseaux pour participer à notre concours, pour trouver un nom à ce nouveau format. Et puis, alors donc merci à tous. Et puis avec Gilles, on a décidé en fait d'opter pour la sobriété. On va appeler ça le quart d'heure éco. Voilà, on fait simple. On fait ça. À la fois en mode de rattrapage de l'actu économique de la semaine. C'est à la fois suffisamment long pour s'informer et suffisamment court pour ne pas s'ennuyer. Enfin, en tout cas, c'est le but. Donc, on va décrypter l'actualité économique de la semaine sans jargon. On va essayer avec des aspects pédagogiques, didactiques. Et puis sans tabou aussi. On va te pousser on cherche des solutions. De tes retranchements économiques. Ça, c'est vachement important. Donc, avec qui ? Avec Gilles Raveau, maître de conférence à Saint-Denis, Paris 8, infatigable pédagogue que je connais depuis des années. De mon côté, moi, l'économie sociale, c'est un petit peu ma spécialité en tant que journaliste depuis pas mal de temps. Gilles, on va désormais se donner rendez-vous ici, toutes les semaines. Et quand je dis ici, c'est dans la Maison d'Île-de-France, à la Cité internationale universitaire de Paris, qui fête ses 100 ans cette année. Exactement. La Maison Île-de-France, c'est un lieu emblématique de cette Cité internationale universitaire. C'est un lieu d'échange, d'ouverture, de culture. Ici, on accueille plus d'une quarantaine de nationalités pour échanger sur le savoir. Puis il y a une autre particularité, c'est que c'est un bâtiment à énergie positive. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'il produit plus d'énergie qu'il en consomme, voilà. Exactement comme moi. C'est ça. C'est exactement l'ambition aussi de cette émission. Cette semaine, on va s'attaquer à deux gros morceaux. La bataille du budget, bien sûr. L'inflation qui marque le pas. On détricotera la phrase qu'on appelait la phrase de la semaine sur la réforme des retraites. Et puis, vous aurez droit, si vous patientez, à l'information insolite de Gilles. On commence tout de suite avec le budget. C'est l'heure des grandes manœuvres pour son élaboration, même si François Bayrou a décidé de reprendre la copie laissée par Michel Barnier. Malgré tout, il va y avoir quand même sans doute des ajustements. On ne va pas faire ici le catalogue des potentiels ajustements, ce n'est pas l'idée, ce n'est pas la spéculation. Mais en préparant en tout cas ce quart d'heure éco, tu m'as dit qu'il faut éviter en tout prix, en tout cas un scénario lent à la grecque. C'est-à-dire, l'heure est si grave que ça ? Oui, l'heure est grave, pas aujourd'hui, ni demain, ni après-demain, mais à force de ne rien faire, c'est de plus en plus grave chaque jour qui passe. On va avoir un déficit en 2024 qui va être de l'ordre de 160 milliards d'euros. Donc si on se dit 160 milliards d'euros, ça fait 1 milliard de déficit tous les 2 jours. Donc on voit que c'est quand même un déficit très important. Tu vas parler de déficit. Est-ce que tu peux, là aussi, petit point didactique, déficit, dette, est-ce que tu peux nous faire juste un mot là-dessus ? Donc le déficit, c'est le résultat chaque année. On fait les recettes publiques moins les dépenses publiques et on a un chiffre très négatif, c'est le déficit. Et la somme des déficits, augmenter des taux d'intérêt et diminuer de l'inflation, c'est le niveau de la dette publique. Tu dis, il y a vraiment un risque à la grecque. Pourquoi ? Qu'est-ce qui te fait dire ça ? Qu'est-ce qui te fait penser ça ? Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de catastrophisme économique dans ce que tu dis ? Parce que l'indicateur qu'on retient tous, nous les économistes, qui n'est pas parfait mais qui est le moins mauvais de tous, c'est le ratio dette publique sur PIB. Donc là, il faut faire un petit effort dans sa tête et donc avoir cette fraction dans sa tête. On a la dette publique en haut, on a le PIB en bas. Et ce ratio ne fait qu'augmenter. Et comment est-ce qu'on peut le stabiliser ? C'est évidemment assez simple, c'est qu'il faut que le chiffre du bas augmente plus vite que le chiffre du haut. Et le chiffre du bas, c'est le PIB. Et le PIB peut augmenter de deux façons, soit parce qu'il y a de la croissance économique, soit parce qu'on produit des choses, des biens et des services, soit parce qu'il y a de l'inflation. C'est le PIB exprimé en euros. Et historiquement, par exemple, en 1945, lorsque la France sort de la Seconde Guerre mondiale, on a un ratio d'endettement qui est très supérieur à 100% du PIB, mais le ratio dette publique sur PIB va s'effondrer en quelques années, parce qu'en 1945, en 1946, en 1947, en 1948, on a des taux d'inflation moyens de 50% par an. Et donc, c'est très facile de résoudre la dette quand on a beaucoup d'inflation. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé ces 2 dernières années. C'est-à-dire que ce qui a sauvé, en fait, le ratio d'endettement public français, ça a été l'inflation. Mais l'inflation, ça ne se décide pas, et l'inflation, ça fait augmenter la pauvreté. Donc c'est quand même une très mauvaise solution. Et on en parlera tout à l'heure. Donc si je te suis bien, donc, dans le cadre actuel, il est urgent de réduire à la fois les déficits et cette dette. On peut imaginer, alors, première chose qui vient à l'esprit, cette fameuse dette, depuis le rapport Perrault, je me souviens en 2005, c'est-à-dire il y a près de 20 ans à présent, on parlait d'une urgence déjà. Or, la dette à ce moment-là, elle était 3 fois moins élevée. Dans le rapport, elle est à 1100 milliards à l'époque. Donc,
on a l'impression que ça n'a pas changé grand-chose. C'est des cris d'alarme du rapport Perron, n'ont servi à rien. Donc, on se dit, pourquoi ne pas continuer sur cette tendance? On peut, et on va. D'ailleurs, c'est évidemment, moi, mon pari, comme le pari que tout le monde fait aujourd'hui, c'est que pour faire un budget en 2025, quand vous avez une vie politique qui est très hétérogène, ce qui, moi, je pense, n'est pas du tout un problème en soi. Il faut arrêter de dire que la situation politique française est invraisemblable. On a 3 grandes forces politiques qui représentent chacune à peu près un tiers de l'électorat. La gauche, le centre de droit, beaucoup de droite, et l'extrême droite. Et on a donc des minorités de blocage de partout. Et donc, c'est certain que le budget 2025 va être fait en accordant des choses à 2 de ces 3 groupes. Et donc, en décidant un déficit public très important. Donc on va continuer à avoir beaucoup de déficits, on va continuer à avoir beaucoup de dettes pendant au moins jusqu'à la fin du quinquennat. Et effectivement, et je pense que c'est un piège lent, mais c'est un vrai piège, c'est qu'il ne va rien se passer. Parce que, pour des raisons un peu longues à expliquer ici, on est protégé par la valeur de l'euro sur les marchés mondiaux, qu'on ne mérite pas du tout. La valeur de l'euro, elle résulte de la capacité d'exportation d'autres pays européens, elle résulte de la richesse du continent, elle résulte du fait que l'Europe, malgré tout, est un lieu de stabilité économique et politique, et donc continue à attirer les investisseurs du monde entier. Mais ça n'empêche que chaque année, la dette pèse de plus en plus sur le budget de l'État, que c'est 50, 60 milliards d'euros qui sont dépensés chaque année par l'État. L'équivalent du ministère de la Défense. Voilà, l'équivalent du ministère de la Défense. Si on suit ton cri d'alerte, enfin en tout cas l'urgence à réduire à la fois la dette et le déficit, on imagine de baisser les dépenses. Mais baisser les dépenses, je pense notamment, pour reprendre ton exemple grec, c'est ce qui s'est passé. Oui. Mais est-ce qu'en réduisant les dépenses, par exemple, on n'aggrave pas la situation à laquelle on veut justement s'attaquer? C'est une vraie petite découverte qu'on a fait sur le dos vraiment de la population grecque, de la démocratie grecque, de la santé des Grecs. C'est que, sans rentrer dans le détail de cette crise, qui est un peu vieille maintenant, mais que toi et moi, on a vécu, on a couvert comme journaliste, comme économiste, comme enseignant. Lorsque la crise de la dette publique grecque éclate, que la Grèce, pour des raisons un peu longue là aussi à expliquer, se retrouve à mettre en place des mesures d'austérité très importantes, avec forte baisse du nombre des fonctionnaires, du salaire des fonctionnaires, très forte coupe dans les dépenses publiques, y compris dans la santé, très forte baisse du salaire minimum grec. Eh bien, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que donc les dépenses publiques, comme certains souhaitent qu'on le fasse en France, en Grèce, elles baissent énormément. Mais, comme je le rappelle toujours à mes étudiants, toute dépense publique est une recette privée. Lorsque on a construit ce bâtiment ici, évidemment, ça a été une dépense publique de la région Île-de-France notamment, et évidemment, ça a fait travailler des entreprises, ça a donné du travail à des salariés qui ensuite sont allés consommer dans les restaurants alentours, qui ont fait des courses, etc. Et donc, quand on arrête de construire, il y a un secteur qui s'appelle le bâtiment et les travaux publics, et bien quand on arrête de construire, quand on diminue les dépenses publiques, on diminue les recettes privées, et donc ça fait baisser le PIB. Et donc ce qu'on a observé, nous les économistes, c'est que tous les ans, la Commission européenne nous disait, suite à la politique d'austérité de la Grèce, le fameux ratio dette publique sur PIB, il va baisser, et pendant plusieurs années, ce ratio a continué à augmenter, malgré une très forte baisse des dépenses publiques, parce que le PIB baissait beaucoup, et que la dette publique, elle, en fait, continue à augmenter par son inertie. Et donc, on a une politique entièrement désastreuse, avec la jeunesse diplômée grecque qui quitte le pays, qui va travailler d'ailleurs en Allemagne notamment, qui pour certains ne reviendront pas, parce qu'une fois qu'ils auront passé leurs années de jeunesse, formation à l'étranger, c'est perdu. Et, je termine, cette erreur de politique économique a été tellement énorme que c'est un des grands moments des dernières années. Olivier Blanchard, en 2013, Fonds monétaire international, économiste en chef du Fonds monétaire international, sommité de la science économique mondiale, professeur de macroéconomie au MIT, régulièrement cité comme potentiel lauréat du prix Nobel d'économie, a reconnu son erreur. Il a dit effectivement, nous au FMI, et ce n'étaient pas les pires étaient à la BCE, au FMI, nous avons prescrit une politique d'austérité. De réduction des dépenses publiques, au nom de la baisse du ratio dette publique sur PIB, et nous observons, parce que Blanchard est quelqu'un d'honnête, nous observons que cette politique a complètement échoué, puisque sur le plan strictement économique, elle a précipité en fait. Elle aggrave la situation. On a un résultat inverse de ce qu'on voulait, plus
une catastrophe sociale et même sanitaire. Alors dans ce cas-là, la question qui suit, ensuite il va falloir qu'on parle de l'inflation, c'est quoi la solution, si j'ose dire? Eh bien, la solution, alors là effectivement si on raisonne comme un économiste... Pardon, s'il y avait une recette, alors c'est pas une recette, c'est pas le mot non plus, qui convient, la solution que tu préconiserais toi, moi ce que je dis à mes étudiants, c'est dans le cadre d'un cours, ce qu'on aimerait, c'est une mesure qui justement diminue les dépenses publiques ou qui augmente les recettes publiques sans toucher au PIB. Parce qu'on a vu qu'en Grèce, le problème, c'est sans toucher à la richesse nationale. Voilà, c'est ça. Alors, c'est quoi? Voire même une mesure qui l'accroîtrait. Ouais. Alors, c'est quoi? Le suspense. Revenez après la publicité. Non, mais ce qu'on peut dire, c'est que, après, assez sérieusement, on est dans un pays où les inégalités de patrimoine, en fait, les inégalités familiales, au vrai sens des familles sur des générations, sont extrêmement élevées. Et ce que je constate, du haut de mes 51 ans, c'est que la très grande majorité des gens en France qui interviennent en politique, à l'université, dans les médias, ne veulent pas reconnaître cette immense inégalité des patrimoines qui, évidemment, est très largement injuste puisque elle vient d'héritage. Donc il faut s'attaquer, enfin quand je dis s'attaquer, j'aime pas ce mot-là, il faut taxer le patrimoine des Français. Disons que justement le patrimoine, ça n'est pas dans le PIB. Parce que le PIB, c'est les richesses nouvelles produites chaque année. D'accord. Et donc, si, par une mesure un peu magique, j'avais un moyen de redistribuer une partie, une toute petite partie, des patrimoines les plus élevés du pays, que par exemple, j'avais une joyeuse petite réforme fiscale qui ferait que les personnes qui ont beaucoup de patrimoine seraient obligées de revendre ce patrimoine, parce que par exemple, ils devraient payer une jolie taxe pour la solidarité nationale, eh bien, cette vente de patrimoine, qui par exemple ferait baisser les prix de l'immobilier, faciliterait l'accès à l'immobilier des gens qui travaillent, qui ont un revenu normal, qui ne sont pas des héritiers, et ça aurait des effets entièrement positifs sur l'activité économique. Et en plus, évidemment, j'ai un gain de recettes fiscales. Et donc je comprends très bien que les personnes concernées ne veulent pas payer plus d'impôts. Je comprends très bien parce que c'est la très grande victoire idéologique depuis Margaret Thatcher et Ronald Reagan il y a maintenant 50 ans, au tout début des années 80, donc ça commence vraiment à faire, 40 ans, pardon, c'est qu'il y a un consensus pour dire, voilà, l'impôt c'est mal, on ne payera pas d'impôt, etc. Mais ce qu'il va falloir qu'un certain nombre de gens comprennent, c'est que si on vit aussi bien en France aujourd'hui, si on vit aussi bien en Europe par rapport à le reste de la planète, c'est parce qu'on a eu un système d'économie mixte qui est mis en place après les horreurs de la Seconde Guerre mondiale et qui justement assure un équilibre assez génial entre le dynamisme de l'économie privée et la stabilité sociale et la circulation de la richesse par la redistribution des richesses. Mais ce modèle a un prix. Et en tout cas, j'ai bien compris. Il nécessite un impôt progressif. On passe au sujet suivant, l'inflation dont on voulait parler ensemble. Ouais. La France, nous dit la presse économique, a tourné la page justement de l'inflation et enfin, s'exclament les journaux. Et c'est vrai qu'après avoir atteint quand même 4,9% en 2023 et 5,2% en 2022, la hausse des prix s'établirait à 2% en moyenne en 2024. Tu ne partages pas cet enthousiasme. Pourquoi ? Non, c'est évidemment bien qu'il y ait moins d'inflation que plus, c'est sûr. Mais je pense, et je lutte effectivement depuis maintenant ces 2 ou 3 dernières années de très grande inflation sur Twitter contre les journalistes qui ont le malheur de me lire ou que j'ai le malheur de lire, en leur expliquant que il y a eu plein de textes, de titres, d'articles de presse qui se sont trompés. C'est qu'à force de parler d'inflation, on oublie que l'inflation, c'est l'augmentation des prix. Et encore cette semaine, mais je ne vais pas citer de nom pour ne pas être désagréable, il y a encore un article que j'ai lu avant-hier qui nous disait « Malgré le ralentissement de l'inflation, les commerçants sont inquiets par rapport aux soldes qui ne devraient pas être fantastiques. » Mais le ralentissement de l'inflation, chers journalistes, c'est la hausse continue des prix. Et c'est-à-dire qu'il y a eu la spirale inflationniste, mais les prix, après cette spirale, demeurent très élevés. Alors, non seulement ils demeurent très élevés, mais ils continuent à augmenter. Et la dernière chose que je voudrais dire, qui est une erreur méthodologique qu'on fait tous en économie, qu'on fait tous dans les médias, mais qui est problématique, c'est la notion de moyenne. C'est-à-dire qu'on a le gouverneur de la Banque de France, le directeur de l'INSEE, qui nous ont dit l'année dernière, le revenu moyen net des Français a augmenté. Et on peut discuter la façon dont cette moyenne est calculée, c'est peut-être vrai en moyenne, mais le fait est que dans le pays, surtout ces 2 dernières années, avec effectivement, comme tu l'as rappelé, des taux d'inflation l'année dernière et l'année d'avant d'à peu près 5% par an,
il y a plein de gens dont les revenus n'ont pas augmenté de 5%. Et qui sont ces gens? C'est les fonctionnaires, c'est les gens qui perdent leur emploi pendant l'année. À peu près en France quand même. 5 millions de gens qui travaillent dans la fonction publique, dont les hausses de salaire ont été soit zéro, ou la très grande majorité d'entre eux inférieures à l'inflation. Et tu parles évidemment pour ta catégorie professionnelle. Pas du tout. Moi, je suis au service uniquement de l'intérêt général et de la connaissance universitaire. Mais en tout cas, oui. Ouais, leur salaire a été gelé aussi pour limiter les conséquences sur le déficit. Alors, c'est compliqué, j'imagine. Là, on touche du doigt les contradictions. Je ne sais pas si c'est des contradictions, mais des difficultés de gérer la politique économique. Non, mais c'est sûr que c'est compliqué, mais tu le sais très bien, tu as fait toute ta carrière dans les médias. On a cette coupure, notamment dans la presse, et dans la pensée de beaucoup de gens, entre les pages économie, où on nous dit l'inflation ralentit, c'est chouette, et les pages société, où on nous dit la pauvreté augmente. Ouais. Bon, il faut bien voir que c'est la même information. Et ce que j'aimerais bien, c'est que les journalistes économiques, que les économistes regardent la réalité sociale du pays, qui est effroyable. Je suis malheureusement un des très rares économistes en France à lire un minimum les rapports du Secours populaire, du Secours catholique, des gens qui travaillent pour le logement, et depuis des années, on se rappelle comme des restos du cœur, qui ont expliqué lors de la dernière campagne. Moi, j'ai fait un tout petit peu de bénévolat au Resto du Cœur, et je discutais avec une dame qui disait « Oui, on a dû trier les bénéficiaires cette année comme jamais. » Enfin, qu'est-ce qu'il faut pour que les journalistes économiques, que les économistes arrêtent sur les plateaux, à la radio, à la télé, de se réjouir de la baisse de l'inflation, c'est-à-dire ralentissement. Non, mais non, la baisse de l'inflation, c'est ça. Ouais. Il y a une baisse de l'inflation, mais une baisse de l'inflation, c'est des prix qui augmentent. Qui continuent d'augmenter. Qui continuent d'augmenter. Et juste, on ne revient pas à la situation ex-ante. On ne reviendra jamais à la situation ex-ante. Et les salaires ne suivent pas. Les salaires. Là, il va y avoir. Là, les salaires commencent, oui, en moyenne, pour les salaires du privé. Pour la plupart des gens. Là aussi, je suis d'accord. La situation est nuancée. C'est tout à fait vrai que cette année, enfin, j'espère bien, et tant mieux, qu'en 2025, la plupart des gens dans le privé vont avoir des hausses de salaire enfin supérieures à l'inflation. Mais là aussi, on a des chiffres de l'INSEE qui nous montrent que le retard énorme pris dans l'ensemble de la population, y compris dans le privé, où effectivement les salaires ont bien mieux suivi ou moins mal suivi l'inflation que dans le public, il y a une perte énorme qui n'a toujours pas été compensée. Et encore une fois, qu'on parle un peu moins d'inflation, qu'on parle plus de pauvreté, ce mot qui n'est pas utilisé dans la presse économique. On passe à la phrase de la semaine. La réforme d'avril 2023, elle aura in fine un impact réduit sur le financement à moyen terme du système de retraite. Qui est-ce qui dit ça? C'est Gilbert Sett. Alors, dans les Échos. Oui. Et alors, on se dit, en lisant, mais même si tout ça a été... on se dit, mais alors à quoi ça servait de reculer l'âge de retraite à 64 ans si l'objectif n'était pas d'assurer cet équilibre du système de retraite? Gilbert Sett, rappelons-le, c'est le président du COR, du Conseil d'orientation des retraites. Eh ben, le but de la réforme des retraites, c'était de faire mal aux gens, parce que nous sommes gouvernés par un président qui aime faire mal aux gens. Comme beaucoup de dirigeants d'entreprises ou d'administration publique. C'est l'économie de la punition. Oui, c'est l'économie de la souffrance. Non, mais voilà, je pense à Bernard Maris qui l'aurait sans doute analysé comme ça. Assez sérieusement, c'est ça, c'est-à-dire que donc cette réforme des retraites, là aussi, sans rentrer dans les détails, l'idée, ça a été envoyer un double message, un message à destination interne. On sait, dans les enquêtes d'opinion, qu'il y a une seule catégorie de la population qui est favorable aux réformes des retraites qui consistent à toujours travailler plus longtemps. Donc ça, c'est les retraités. D'accord. Donc ça, on aura envoyé un message positif pour et on sait, sujet, oui, parce que c'est la base de l'électorat d'Emmanuel Macron. Donc il s'est dit, je vais rassurer ma base électorale qui est très inquiète et puis qui vieillit, qui comprend de moins en moins parce qu'elle vieillit de plus en plus. Donc je vais leur envoyer un message simple, je vais leur dire, Pépé, Mémé, votre retraite, elle est garantie cette année, l'année d'après, et dans 2 ans, et dans 10 ans, même quand vous ne serez plus là pour vous en rendre compte parce que votre cerveau sera ailleurs. Et donc, on va massacrer les jeunes travailleurs qui n'arrivent pas à se loger pour assurer la retraite des vieux. Et l'autre message, c'était destiné au marché, j'imagine. Et l'autre message, c'est le lien avec la dette. C'est parce qu'effectivement, on a une dette publique qui est importante. En plus, maintenant, on se fait mettre la misère à Bruxelles parce qu'on est vraiment dans les plus nuls dans l'Union européenne. Même des archi-super nulos comme les Portugais, les Italiens et les Grecs, enfin, vous voyez de qui on parle quand même, hein, c'est quand même les Portugais, les Italiens et les Grecs, ils arrivent tous à stabiliser ou à réduire leur ratio d'endettement dette publique ce qu'on appelait le Club Med. Sur PIB, ouais, ce qui a même été appelé par la finance internationale
dans la fameuse crise de 2010, les pigs, Ouais. les cochons, pour Portugal, Italie, Greece and Spain. Ouais, Donc c'est quand même la violence de la finance, c'est quand même quelque chose. Mais maintenant, on est les nullos de chez nullos. Et donc, Emmanuel Macron, qui aime bien frimer plutôt que d'être face à la réalité, il a voulu envoyer un message aux investisseurs internationaux et à Bruxelles en disant « Regardez, en France, on va travailler autant que dans les autres pays, on va faire souffrir les gens autant que dans les autres pays, et on va avoir autant d'extrême droite que dans les autres pays. » Alors, Gilles Berset, dans cette interview dans Les Échos, qui est absolument passionnante, Oui. on devine dans cette interview l'objectif de cette réforme, d'Aviry 2023, c'est de pousser les gens à travailler longtemps. Parce qu'il dit, il parle du taux d'emploi des seniors de 60 à 64 ans, qui est de 36% en France, 63% en Allemagne, 65% aux Pays-Bas. Il dit, si nous avions le taux d'emploi des Pays-Bas, j'estime que les recettes publiques seraient supérieures à ce qu'elles sont d'au moins 140 milliards par an. Donc c'est ça l'objectif en fait. C'est Oui, de alors pousser les gens au travail. C'est assez rigolo parce que Ouais. Gilles Berset, c'est comme moi, c'est quelqu'un qui est au chaud, au sec toute la journée, assis pour dire des bêtises, et il pense qu'il travaille. C'est ça qui est marrant. Alors moi, je sais que je travaille pas, et lui, en plus, il pense qu'il mérite son gros salaire, alors que moi, je sais que voilà. Passons. Et il fait une boulette totale. Il est obsédé par les Pays-Bas. Il raconte n'importe quoi. Parce que les Pays-Bas, c'est très connu chez les économistes. C'est ce qu'on appelle le modèle à un emploi et demi. C'est-à-dire que, donc là, il faut être un tout petit peu technique. C'est évidemment ce qui compte, en fait. Alors, la première chose, c'est que ce qui compte, c'est la production de richesse. C'est pas le nombre de gens qui travaillent. Parce que quand on vous dit il faut travailler plus pour financer les retraites, alors ça, mon ami, c'était vrai au 19e siècle, quand il y avait des usines. Mais c'est les mêmes qui vous disent il y a des robots qui font tout. Parce que si le robot, il produit de la richesse, avec la richesse, on peut payer les EHPAD aussi. Donc le truc que le travail, il faut travailler plus, ça me fait marrer parce que j'étais fasciné par l'Union soviétique quand j'étais jeune. Ça, c'est l'Union soviétique, vous voyez, c'est ça. Ouais. Ou alors, c'est la France de Vichy. Mais le truc de il faut travailler, non, il faut produire de la richesse. Oui. Ça n'a rien à voir. Puis il faudrait arrêter de produire des merdouilles. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que donc aux Pays-Bas, le taux d'emploi est très élevé parce que les temps partiels courts sont très développés. Et donc là, il ment, en fait, Gilbert. Et bon, donc on se fâche quand on se voit. Heureusement, on ne se voit pas souvent. C'est que, non mais sérieusement, ce qui compte, c'est ce qu'on appelle le taux d'emploi équivalent temps plein. C'est-à-dire qu'évidemment, si, voilà, à la cité, si ici, dans la maison, il y a 10 personnes qui travaillent 1 heure par semaine, non mais ça, il faut le savoir quand même, hein. Si ici, il y a 10 personnes qui travaillent 1 heure par semaine, dans les statistiques, elles sont toutes comptées en emploi. Ah oui, alors que... D'accord. 1 heure par semaine. Donc si vous travaillez 4 heures dans la semaine, je vous laisse imaginer combien vous gagnez et combien vous cotisez pour le système de retraite. Et donc, s'il y a à la place de ces 10 personnes qui travaillent 1 heure, il y a une personne qui travaille 10 heures, eh ben, le taux d'emploi, il est 10 fois plus faible. Donc c'est pour ça qu'il faut calculer le taux d'emploi équivalent temps plein. Et je te remercie beaucoup d'avoir posé cette question, parce qu'il raconte tout le temps ça, Gilles Berset. Tous les économistes savent que c'est faux. Alors, il y en a beaucoup que ça arrange de laisser dire 7 parce que c'est leurs options idéologiques, mais moi, ce n'est pas mon cas. Je regarde la réalité des chiffres, et donc là, sur les Pays-Bas, il raconte n'importe quoi. Par contre, même si effectivement, j'aime pas beaucoup ce monsieur, là où il a entièrement raison, c'est que c'est vrai qu'on est un pays riche, où il n'y a pas beaucoup de gens qui travaillent. Et Pas assez, tu veux dire ou pas, bah, en tout cas, sur cette tranche d'âge des 60-64 ans, c'est ça l'enjeu avec l'objectif c'est ça, de la réforme. on est 67 millions en France, on est moins de 30 millions à travailler. Donc, moi, je serais plutôt pour faire travailler les enfants, voilà, par exemple, ou les vieux. Hein. Bon, je pense que C'est le but, voilà. c'est ce que propose Gilbert Berset, cela dit. Oui, c'est ça. On finit Et qu'on laisse les jeunes étudiants étudier et lire des livres. On finit par... Moi, je trouve qu'on devrait commencer par la retraite. Moi, je pense qu'on devrait prendre les années de retraite au début, tu vois, parce que la retraite en France, c'est à peu près 25 ans. Donc, je pense que voilà, donc de 18 à 40 ans, tu étudies, voilà, etc. Puis après, de 40 ans jusqu'à la fin, tu travailles. Tu meurs au travail. Ça, c'est l'inspiration de Bernard Maris. Voilà, ça me rappelle l'oncle Bernard. Voilà. On finit par ton info insolite. Hein, ah oui. Alors, on va pas c'est pas l'oncle Bernard, mais c'est le cousin Gilles, on va dire. C'est ça. L'entreprise Stellantis, qui possède Peugeot, Citroën, Ford, hein, qui ne va pas pouvoir respecter les quotas de CO2 imposés par l'Europe et qui va donc alors c'est ça qui est trop marrant. Donc, carbone à Tesla. Donc notre cher Bernard Maris, par lequel on s'est connus, on a oublié de le dire, parce qu'effectivement, je l'avais remplacé dans l'émission Il n'y a pas que le CAC sur la défunte chaîne iTélé, où tu étais déjà un brillant animateur de débat. Et donc, je me rappelle, Bernard m'avait dit, Gilles, lis la presse capitaliste, ils disent la vérité, parce qu'ils s'adressent aux décideurs, et les décideurs, ils ont besoin de savoir ce qui se passe dans la réalité. Et donc, je lis la presse capitaliste, et c'est vraiment bidonnant ce qu'on y trouve. Et donc là, on apprend que, effectivement, la Commission européenne, parce que s'il y a quelque chose qu'on ne peut pas reprocher à l'Union européenne, c'est son engagement écologique, et donc la Commission européenne a fixé
des objectifs de réduction d'émissions de CO2 aux constructeurs automobiles avec des chiffres annuels dans toutes les années à venir jusqu'à 2030, 2035 et au-delà. Et les constructeurs européens qui n'ont pas pris le virage, humour, oui, oh là là, voilà, quel talent, du véhicule électrique, ne vont pas respecter cet engagement, ils le savent, c'est certain. Et donc, il y a une astuce juridique, c'est de créer ce qu'on appelle un pool de constructeurs. Et donc, Stellantis, donc c'est Peugeot, Citroën, Fiat, se met avec Ford et avec d'autres pour constituer avec Tesla une structure juridique complètement artificielle, dont le bilan carbone va être bien meilleur, puisqu'il y aura Tesla dedans qui fait évidemment que de l'électrique. Et donc, pour que Tesla accepte, eh bien, nos chers constructeurs européens vont verser, on ne sait pas combien, ça va dépendre de l'écart entre leurs résultats et ce qui est attendu, mais on parle aujourd'hui, donc c'est pour la fin de cette année, donc la somme sera versée fin 2025, revenez nous voir si on est toujours là, fin 2025. Là, on marche sur la tête quand même. On parle de centaines de millions d'euros. Comment tu analyses ça, d'un point de vue strictement économique, parce que là, on est dans le vice économique presque. Là, on est vraiment, pour le coup... On marche sur la tête quand même. Je ne dirais pas qu'on marche dans la tête, mais on est vraiment dans l'idéologie économique totale, c'est qu'en fait, on achète, c'est exactement... Enfin, on a réussi, nous les économistes, depuis des décennies, à ce que des gens qui ont un cerveau utilisent l'expression « droit à polluer ». C'est quand même magique, droit à polluer. C'est comme James Bond, License to Kill, il y a le droit de tuer, etc. C'est l'usage des ressorts du capitalisme à des fins vertueuses, mais c'est donc là, on voit littéralement des entreprises qui achètent le droit de polluer. On finit sur ce mot. Oui, ça me va. Du coup, j'espère que vous avez passé un bon quart d'heure avec nous. Et puis, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Quart d'heure éco.